Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, certains romans approchent le réel avec autant de justesse que des documentaires. C'est le cas du nouveau livre de Philippe Besson qui raconte le harcèlement scolaire. Il est l'invité du Grand Oral. Une anti-sèche, nouvelle formule depuis le début de la semaine en 2025. On réveille sa culture générale. Cette semaine, partenariat avec les arènes BD, la mythologie nordique. Question du jour, quelles sont les principales sources de connaissances dans la mythologie nordique? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis rendez-vous avec Candy Sanzel en fin d'émission, sujet du conseil de famille du jour, les bonnes résolutions de nouvelle année. Elle en a pris plein. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Papa, maman, Enzo, je sais que je vais vous faire de la peine, mais je n'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. Et je ne vois pas d'autre solution pour que ça s'arrête. Bisous. Ça, c'est le harcèlement dont est victime Hugo depuis plusieurs mois. Et sa solution à Hugo, c'est le suicide. Alors comment survit-on à un tel drame? Qui est coupable? Qu'a-t-on manqué individuellement, collectivement peut-être? Ce sont quelques-unes des questions qui traversent le nouveau roman de Philippe Besson, 2 jours dans la vie d'une famille dont le fils vient de se donner la mort après avoir été harcelé. Roman qui vient de sortir chez Julliard. Il s'intitule « Vous parlez de mon fils ». Philippe Besson, bonjour. Bonjour. J'ai dit roman parce que c'est un roman, mais il confie nos documentaires à la fois grâce à ce style qui est votre signature littéraire depuis une vingtaine de livres, à savoir cette plume à la fois directe, acérée, épurée, qui dit en mots simples des sentiments d'une extrême complexité. Je voudrais qu'on commence pour ces sentiments sur le sentiment de culpabilité, parce que s'il y a bien un sentiment qui parcourt l'ensemble du roman, c'est celui-ci, et que vous incarnez beaucoup à travers le narrateur de l'histoire. Oui, qui est le père. Voilà. Puisqu'effectivement, celui qui parle, celui qui s'exprime, c'est le père de cet enfant qui a décidé de mettre fin à ses jours. Il s'exprime dans un jour particulier. C'est le jour qui a été choisi pour organiser une marche blanche en hommage à son fils disparu. Et effectivement, on suit tout au long du livre ses pensées intérieures. C'est-à-dire à la fois les souvenirs qui reviennent, qui ressurgissent de cet enfant-là, alors qu'il était vivant, et puis de tout ce qui s'est produit dans les derniers mois et dernières semaines et qu'il n'a pas vu ou qu'il a vu avec retard. Et s'il est traversé par la culpabilité, c'est précisément pour cette raison. C'est parce qu'il était supposé protéger son fils, puisqu'il est son père, et qu'il a l'impression d'avoir merdé. Je vais dire ça à un moment, je suis un père qui a merdé. Et alors évidemment, à sa décharge, les indices étaient souvent ténus et les signaux étaient souvent faibles. Parce que ça fait partie de la richesse, à la fois dans le cadre, voilà, dans les cas de harcèlement. Du livre, ouais. Mais en tout cas, lui, il se dit pourquoi je n'ai rien vu, pourquoi je n'ai pas suffisamment compris, pourquoi j'ai réagi avec retard, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'aurais dû faire. C'est aussi un père qui est traversé par un sentiment terrible d'impuissance. C'est-à-dire qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça s'arrête, pour que ça s'enraye. Et donc cette voix-là d'un père démuni, désemparé, c'est celle que j'ai cherchée en premier. Oui. D'un père qui est aussi un homme de peu de mots, c'est un taiseux, comme on dirait, qu'il hérite lui-même d'ailleurs de son père. Oui, souvent les pères sont taiseux dans mes livres, on se demande pourquoi. Pourquoi? Oui, parce que le mien l'était, je pense. Donc, oui, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire les choses, qui ne sait pas nommer. C'est d'ailleurs une des difficultés, c'est quand on ne sait pas nommer, qu'est-ce qu'on fait des choses. Et puis, du coup, après coup, il se dit, j'aurais peut-être dû dire, par exemple, à mon fils que je l'aime. Donc, il y a aussi le regret qu'il traverse, espèce de terrible mélancolie, de terrible culpabilité, là encore. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui a été élevé presque à l'ancienne, d'une certaine manière. Ça va avec le côté taiseux. De sorte que, quand son fils, la première fois, est bousculé dans la cour de récréation, il n'y voit pas forcément un drame. Il se dit d'abord, tout le monde l'a été dans la cour de récréation, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les garçons chamaillent entre eux, et puis c'est comme ça. Et puis au fond, comme il y a toujours une espèce d'injonction à la virilité... C'est ça, à la limite, ça va l'aider à grandir. Voilà, ça va l'aider à grandir, ça va en faire un homme. Comme en plus, il voit bien que son fils est un peu fragile et peut-être un peu efféminé. On va en parler de ça, il y a cette idée que là, au moins, ça va l'endurcir. Donc il ne voit pas de problème au départ. C'est ça, il ne voit pas le problème. On parle souvent du harcèlement ici, et vous l'avez souligné, il y a bien une notion essentielle, c'est le continuum. C'est vraiment une série de petites choses. Et vous posez... Oui. Tel un petit poussé comme ça, des cailloux tout au long du récit. Je dis même que ça commence... Si on prend chacun indépendamment, bon... C'est ça, ça n'a pas forcément d'importance, mais ensemble, tout d'un coup, ça prend sens. Et ça commence souvent sur presque rien. Je dis à un moment, le drame se glisse dans un interstice. Bon, parce que là, en l'occurrence, dans le cas précis, c'est juste parce qu'un jour, il porte un t-shirt délavé qui tire sur le rose, et que ce rose... on en déduit que sans doute il est peut-être un peu homosexuel, et donc on commence à se moquer de lui à cause de cela, et se moquant de lui à cause de cela, et ben ça commence comme ça, et puis ça s'enchaîne. Et la bascule, ce qui fait effectivement que ça commence, au-delà de ce t-shirt rouge délavé, c'est que Hugo se fait insulter. Ça pourrait, vous laissez entendre que ça pourrait s'arrêter là, mais il se marre pas. Et cette absence de rire
C'est ce qui va autoriser le dispositif à se mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. D'abord, ils comprennent qu'ils l'ont blessé. C'est ça. Donc ça veut dire qu'ils peuvent lui blesser. Faire mal, là. On peut lui faire mal. Ouais. Parce que c'est quand même ça, le harcèlement. C'est l'exercice d'une Exactement. domination, c'est l'exercice d'un pouvoir. Donc il se dit, on l'a blessé et on voit qu'on peut continuer donc à le blesser, puisqu'il n'a pas répondu, puisqu'au fond, c'est une fiotte, puisqu'au fond, c'est un lâche, etc. Et donc c'est vrai que ça commence sur ça, sur presque rien. On ne sait pas si Hugo est homosexuel. Non. Mais c'est là qu'il se fait attaquer. Sujet qui vous touche, vous en faites pas mystère. Hein. Alors vous devinez ma question d'après vous-même. Est-ce que vous avez été harcelé en raison de votre homosexualité? Oui, bien sûr. Alors ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de mot pour désigner, puisque moi j'ai eu 14 ans au début des années 80, donc il y a vraiment très très longtemps. Mais au collège, j'ai entendu en fait le mot PD, associé à salle, hein, c'était salle PD, dans une cour de récréation pour la première fois de ma vie, quand j'étais en 4e. J'ai découvert ce mot et le sens de ce mot, et c'était à moi qu'il était adressé. Alors après, sont arrivés Tarlouche, Tantouze et tous les autres, parce qu'il y a un vocabulaire assez riche sur le sujet. Bon, et j'ai compris au fond que c'était ça qu'on m'adressait, ces insultes, ces injures, qui sont devenues après un peu plus, qui sont devenues une sorte de torture psychologique, parce que la définition du harcèlement, c'est la répétition. Et donc c'était répété, c'était tout le temps, c'était tous les jours. Et puis après, c'est des menaces de dire, mais on va le dire aux autres que t'es PD, etc. Alors qu'il n'y a aucune preuve de rien. Bon. Mais, et puis de toute façon, c'était pas un problème. Mais sauf qu'à l'époque, évidemment... D'une certaine façon, vous intériorisez vous-même la norme qu'on essayait de vous imposer. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est terrible. C'est qu'au fond, moi, j'étais enfermé dans le silence et dans la honte, parce que vous voulez parler à qui ? Vous allez aller dire à votre père, alors que vous avez 13 ans, 14 ans, vous savez, papa, tu sais, il y a des garçons qui m'attaquent parce qu'ils pensent que je suis PD. Évidemment, vous ne le dites pas. Évidemment que vous n'allez pas aller dire ça. Donc vous recroquevillez dans le silence. Quelques petits indices qui vous font dire aujourd'hui, avec le recul, il aurait peut-être pu voir un truc. Mon père, je pense qu'au fond... Mon père ou votre père, d'ailleurs, vos parents. Je pense que mon père ressemble au père du livre. Je pense que sans doute il s'est dit qu'il devait y avoir des choses qui ne se passaient pas bien, mais qu'au fond, ça allait m'endurcir. Parce que je trouve qu'il pensait que j'avais une extrême sensibilité. J'ai dit ça un jour dans un livre qui s'appelle « Arrête avec tes mensonges ». Je dis, je ne sais pas si la dureté des pères explique l'extrême sensibilité des fils. Et je pense que mon père trouvait chez moi une extrême sensibilité. Il se disait, ça va peut-être l'endurcir. Avec le recul, je pense qu'il a compris qu'il avait eu tort. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y a eu ça. Ouais. Arrête tes mensonges, qui a été adapté en 2022 au cinéma par Olivier Perron. Vous avez alors 17 ans, vous êtes lycéen à Barbezieux-Saint-Hilaire, c'est en Charente, petite ville de 4000 habitants entre Angoulême et Bordeaux. Et vous dites, c'est le moment où je comprends que je suis homosexuel. C'est pas forcément ça dans les années 80, dans une petite bourgade, il vaut mieux se taire. C'est aussi un roman et un retour sur la question de la parole, tout simplement, de la possibilité de la parole. De parler, c'est ça. Arrête avec tes mensonges, c'était même entièrement sur ça, puisque nous étions deux à nous aimer à ce moment-là, mais nous devions nous aimer dans la clandestinité, dans le secret, parce que rien ne pouvait apparaître, parce que si nous apparaissions, nous savions que nous nous mettions en danger. Et finalement, Thomas, qui était le garçon de mon âge dont j'étais amoureux au lycée, lui est mort de ce silence, puisqu'il s'est enfermé toute sa vie dans son silence, dans ce déni, dans cette honte, et ça a fini par le rattraper, par le consumer, par le détruire, et par le conduire justement jusqu'au suicide. Et donc oui, cette question en tout cas du silence, et donc de la parole qu'il faudrait libérer, elle est fondamentale. Et moi, elle traverse aussi, vous parlez de mon fils. Moi je dis ça, je dis c'est d'avoir parlé qui m'a sauvé à l'époque. Et je pense aujourd'hui que, évidemment, l'une des solutions dans la question du harcèlement, c'est qu'il faut pouvoir parler, mais il faut trouver les moyens de le faire. Vous dites dans un entretien à Monaco Hebdo que j'ai lu, je n'ai pas de mal avec mon homosexualité, mais je comprends l'hostilité du monde d'en face. Ah oui, j'ai compris tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Alors, je comprends au sens... je sais qu'elle existe, ou je comprends au sens où... Ah non, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai compris que j'étais homosexuel... Je n'en ai pas été catastrophé au sens, je me suis dit chouette, c'est sympathique, parce que ça me fait un peu une différence, ça me fait un peu une distinction, ça me fait un peu une singularité. Et moi qui étais un garçon très normé, qui avait bien peigné, l'arrêt sur le côté, des bonnes notes à l'école, je me suis dit tiens, un truc qui déconne. Ça n'a pas totalement changé, si tu me permets. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Mais en tout cas, il y avait ce côté-là qui déconnait, ça m'a bien plu. Mais en revanche... J'ai bien compris en face, justement, ce que je raconte aussi dans vous parlez de mon fils, c'est qu'il y aurait les colibés, puis les injures, puis les insultes, puis les coups, puis voilà. Ça n'a pas manqué. Et ça n'a pas manqué. Donc j'ai compris l'hostilité du monde en face tout de suite. Et après, à une période où j'ai subi en silence, où j'ai encaissé en silence, où j'ai souffert, et je me souviens de cette souffrance. Elle n'est jamais partie. Le souvenir de cette souffrance, il est intact.
D'accord ? Et le souvenir de l'humiliation est intact. Parce qu'au fond, vous vous sentez humilié de voir un autre exercer son pouvoir sur vous, de dire « je te domine et j'atteins à ta dignité ». C'est ça, hein, le harcèlement, la question du harcèlement. Et donc, ça n'est jamais parti. C'est ça qui m'a aussi guidé dans l'écriture. Mais après, je pense que j'ai réussi à surmonter ça parce que je me suis dit, quand même en face, c'est des cons et c'est pas mal de lutter contre les cons. Et vous parlez de Mon fils y contribue, ça vient de sortir, c'est chez Julliard, c'est le nouveau roman de Philippe Besson. Philippe, on se retrouve juste après l'Anti-Sèche, vous voulez bien ? On va parler mythologie nordique. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de harcèlement à l'époque, on va demander à Catherine Maury. Anti-Sèche, nouvelle formule en cette année 2025. On révise sa culture générale. Au programme cette semaine, la mythologie nordique. On est en partenariat avec les arènes BD. Question du jour, quelles sont les principales sources de connaissances de la mythologie nordique ? Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes professeur de français, mais aussi autrice et scénariste de BD. Vous avez signé avec Philippe Bercovici le formidable, l'incroyable, je dis formidable alors qu'il a déjà écrit incroyable dans le titre, c'est pas grave, l'incroyable histoire de la mythologie nordique. Alors, ces sources de la mythologie nordique, en fait, il y en a 3. Il y en a une, c'est facile de se souvenir, c'est les Eddas, E2DA. Voilà. Alors, il y a 2 Eddas. L'Edda en prose, qui a été écrit par Snorri Sturluson, donc qui est un Islandais. Snorri Sturluson. Snorri Sturluson. Non, je voulais vérifier que ce n'était pas un hasard, mais en plus, c'en est note. Non, mais voilà. Et donc, 12e siècle, c'est un Islandais. Ce qui est drôle, c'est que toutes les sources sont islandaises. Donc, on a l'Edda en prose, l'Edda poétique, qui est également islandaise. C'est un peu postérieur, c'est ça ? Alors, les pas textes... beaucoup. Oui, non, c'est à peu près, c'est pareil, Ouais, 13e aussi. Et les textes, ce sont des textes plus anciens, justement, hein, vraiment. Ce sont de vieilles poésies qui étaient ancrées dans l'esprit des Scandinaves et qui ont été mises par écrit à ce moment-là, mais qui sont plus anciennes. Et puis, on a les fameuses sagas islandaises, donc pareil, 12e, 13e, très, très connues. Philippe, je ne vous ai pas interrogé là-dessus, hein. Je ne vous ai pas senti grand expert de la mythologie nordique, vous ne voulez pas. Sujet, je vous comprends. Origine islandaise et des textes qui sont assez tardifs. Enfin, ça vient par rapport à la mythologie, certes, mais même par rapport les sagas, par rapport aux histoires qu'ils racontent. Oui, parce qu'elles n'étaient pas écrites avant. C'est ça, voilà. Tradition orale. Voilà. C'est avec le christianisme que l'écriture est arrivée, puisque les anciens Scandinaves gravaient. Voilà, c'est ce souci de la postérité, ce souci de la réputation. On grave, il faut que ça reste dans le marbre. Alors justement, sur le souci de la réputation, dans cette mythologie nordique, dans ce corpus, il y a 3 traits saillants. Et si on veut enrichir notre culture G, on peut se souvenir de ces 3 traits parce qu'on les trouve dans plein d'histoires. Le premier, c'est l'omnipotence du destin. Ah oui. C'est genre, si les dieux ont décidé, de toute façon... Voilà, c'est la clé de voûte de la mythologie nordique. Hein. L'idée qu'on est donc prédestiné, que tout est écrit. Ce sont 3 déesses, les 3 Nornes, donc qui font beaucoup penser aux 3 parcs grecs, qui vont tisser le destin des humains. Donc, on a une Norne qui s'appelle passé et qui va fabriquer le fil, une Norne qui s'appelle présent qui va le dévider, et la fameuse Norne qui s'appelle futur qui va le couper. Et donc tout est écrit. Alors, ce qui est bien, c'est que comme tout est écrit, on peut entrebâiller la porte de l'avenir et jeter un coup d'œil sur ce qui va nous arriver. Sauf que si c'est pas bon... Sauf on que n'y peut si pas c'est pas bon, on n'y peut pas grand-chose. Mais voilà, donc il y a des rêves prémonitoires, il y a des pratiques de sorcellerie, de chamanisme qui permettent un petit peu de voir ce qui va se passer. Le deuxième trait saillant, le deuxième trait qui parcourt toute cette mythologie nordique, c'est l'importance de la réputation. Mais voilà. On n'avait pas encore inventé Instagram, on avait déjà inventé la réputation. Exactement. C'est intéressant de voir ça, hein, comme quoi c'est de tout temps et de tout lieu. Alors, les Vikings, effectivement, étaient très soucieux de la réputation. Dans l'Edda poétique, les vers les plus connus disent... Les biens meurent, les parents meurent, tu mourras un jour, mais la réputation, elle, perdure à jamais. Et alors, donc, ils ont ce souci de la réputation. Alors, comment avoir une bonne réputation quand on est viking ? Eh bien, d'une part, alors, on l'a dit hier, il faut tenir sa promesse. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est le roi Harald qui dit « Je ne me couperai pas les cheveux tant que je n'ai pas réunifié la Norvège. » C'est un très bon élève, Emmanuel. Voilà, exactement. Ça m'arrive. Mais quand la prof est bonne, je suis très bon élève. Très bien. Alors, on va voir, on va continuer. Donc, par respect de la parole donnée, la force. Donc, il faut être un bon lutteur, il faut être un bon coureur, il faut beaucoup boire. Alors, il y a un mythe qui est très amusant, c'est quand Thor, Loki et un de leurs serviteurs se retrouvent dans le monde des géants. Les géants leur proposent de disputer des compétitions. La première compétition, c'est celui qui mangera le plus. Donc, Loki, qui est un glouton hors norme, dit « Pas de problème, moi je vais le faire, etc. » Il perd. Ensuite, c'est le serviteur qui dit « Moi, je cours plus vite que quiconque. » Or, il échoue également. Et ensuite, c'est Thor qui doit disputer le concours du meilleur lutteur. Thor, c'est le dieu le plus puissant, le plus fort. Donc, évidemment, il va gagner. En plus, il affronte une vieille nourrice, qui est la nourrice du dieu du roi des géants. Donc, on se dit « Bon, c'est gagné d'avance. »
et il échoue. La nourrice arrive même à lui faire ployer le genou. Et on comprend après qu'en fait leurs adversaires n'étaient pas des moindres, puisque Loki a lutté donc contre un géant qui était le feu. Donc le feu dévore tout. Donc forcément, il mangeait plus que lui. Le serviteur a lutté contre un géant qui incarnait la pensée. Or, la pensée est plus rapide que tout. Et Thor a lutté contre une vieille nourrice qui était la vieillesse. Et la vieillesse nous terrasse tout à chacun. Dernier trait commun, on le fait rapidement, c'est la croyance dans le surnaturel. Et on aura compris qu'elle est importante en écoutant l'exemple que vous venez de citer. Bien sûr. Comme je reste bon élève, c'est un truc de dingue. Il aura fallu un demi-siècle. Il y aura la petite évaluation en antenne. Alors donc, oui, alors le surnaturel, ils étaient persuadés d'avoir une multitude invisible qui était autour d'eux. Donc des géants, des elfes, des monstres. Voilà, donc c'était absolument, ça faisait partie de la vie quotidienne. L'incroyable. Retournez-vous là derrière, je vois Odin qui vous sourit là. Odin, il se marre. Mais je ne vais pas me retourner parce que je ne m'appelle pas Orphée. Ah, bien. J'ai appris à ne pas me retourner. Ah là là, quel super bon élève. Hein. Non, parce bien. que Catherine, elle a aussi fait une incroyable histoire de la mythologie grecque. Donc on en parlera un jour d'ailleurs. L'incroyable histoire cette semaine de la mythologie nordique, voyage au pays des Vikings. Catherine Maury-Filbert-Covici, c'est aux arènes BD si vous voulez en savoir plus. C'est absolument formidable. Philippe Besson se qualifie lui-même, je le cite, d'écrivain du sensible, cherchant à susciter l'empathie, l'identification et l'émotion. Fin de citation, il y parvient à merveille. Donc vous parlez de mon fils, c'est son nouveau roman qui vient de sortir chez Julliard. Catherine, à demain. Philippe Besson, grand oral, la suite. Philippe Besson, ce père taiseux, ce père mutique, en quoi le fait qu'il ait un vécu, ou que vous lui attribuiez un vécu scolaire pas évident, ça pèse? Est-ce que c'est dans son... Parce qu'il a fait un CAP chaudronnier-taulier. Est-ce que ça pèse sur son rapport à l'institution scolaire, sur son langage, sa capacité à parler, ou est-ce que finalement vous l'avez... Voilà. Je pense qu'en tout cas... Il n'y a pas plus de conclusions que ça de votre propre personnage. Non, je ne pas plus de conclusions, mais il y a quand même l'idée qu'il se sent... comment dirais-je, pas toujours légitime ce père, c'est-à-dire qu'il a le sentiment qu'il n'est pas exactement à sa place, et que justement face, par exemple, à son fils qui lui réussit, a de bonnes notes à l'école, il ne sait pas très bien comment s'y prendre en fait. Ça induit sa maladresse. Voilà, ça construit une forme de maladresse dans son rapport aux autres et dans son rapport à son fils. C'est aussi un livre sur ce que c'est que d'être parent, sur la somme de gestes qu'on fait ou qu'on ne fait pas, de décisions qu'on prend ou qu'on ne prend pas, et aussi sur le temps qu'on voit ou qu'on ne voit pas passer. Vous trouvez plein d'indices et vous racontez ça, je trouve très joliment, cette espèce d'épaisseur du présent mais qu'on ne voit pas. Oui, mais moi je crois beaucoup à ça, à cette idée que l'essentiel est dans les détails, que l'essentiel c'est des petits gestes du quotidien, c'est un regard pour l'autre, c'est une chaise vide dans le petit matin, là en l'occurrence, parce que maintenant il y a une chaise vide dans cette maison, et ça raconte quelque chose de ce qui unit les gens ou de ce qui les désunit. C'est jamais dans les grandes déclamations, c'est jamais dans les grands discours, c'est toujours dans les murmures que se niche l'essentiel. C'est jamais dans les choses évidentes, mais toujours dans les choses sur le côté qu'on comprend ce qui se produit. Et moi, je suis très attentif à ça, oui. On écrit toujours pour quelqu'un, avez-vous dit dans un entretien aussi. Ce livre, il est pour qui? Il est dédié à elle et à tous les autres. Il est dédié aux disparus, mais tous mes livres pourraient l'être dédiés aux disparus. Et elle, en l'espèce, vous ne dites pas si c'est une initiale, c'est pas pour rien? Oui, c'est pas pour rien. Okay. Mais c'est quelqu'un qui n'est plus là. Voilà. Et donc, je parle beaucoup aux gens qui sont plus là. J'ai commencé à écrire pour eux, en fait. Je me suis rendu compte, moi j'appartiens à une génération et à une sexualité qui fait que j'ai eu 20 ans et les gens autour de moi en avaient 20 aussi, mais beaucoup n'ont jamais eu 25 ans. Et beaucoup, voilà. C'est ces années-là. Et donc du coup, quand vous perdez comme ça des amis, des amoureux dans le plus jeune âge, vous n'êtes pas du tout préparé et ça vous paraît une formidable injustice. Et pendant des années, la seule possibilité que j'avais pour leur parler, c'était d'aller me pencher sur leur tombe. Et c'est très beau, les cimetières, j'aime beaucoup ça, je sais où sont les tombes de chacun. Mais à un moment, je me suis dit, je vais peut-être plutôt écrire des livres, ce qui me permettra d'avoir une autre sorte de dialogue avec eux et surtout de faire en sorte qu'ils soient encore présents, c'est-à-dire de contrer leur absence, de contrer leur disparition et de se souvenir qu'avant d'être des morts, ils ont été des vivants. Et c'est ça aussi qui m'importait, c'est-à-dire que, évidemment, j'écris sur des morts, c'est un roman du deuil, vous parlez de mon fils, mais c'est aussi l'hommage à quand même un garçon qui a existé, qui a été là un jour, qui a été rayonnant, que ses parents ont aimé et qui a aimé ses parents. Puis c'est un hommage aussi aux survivants, parce que dans ce livre-là, il y a un petit frère. Absolument. Il y a un petit frère qui s'appelle Enzo. Et souvent, c'est pour les autres, c'est pour les petits frères qu'on reste vivant. Et qui a un joli rôle. En temps de paix, les fils ensevelissent leur père. En temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils. Citation d'Hérodote que vous mettez en exergue de l'ouvrage. De quelle guerre le harcèlement scolaire est-il le nom ?
C'est une guerre parce que ça fait des millions de morts et de blessés. Je veux rappeler quand même les chiffres qui sont ceux de l'éducation nationale, j'invente rien. Au moins un élève par classe en France est victime de harcèlement. Au moins un élève par classe, école, collège, lycée. L'endroit où ça se passe le plus étant le collège. On estime que c'est entre 800 000 et 1 million d'enfants harcelés en France. Comme on sait que les harceleurs sont plus nombreux, on peut se dire qu'il y a peut-être 2 millions de harceleurs. Donc c'est une armée, c'est un continent. Et c'est des gens qui tombent. Et c'est des gens qui sont d'abord majoritairement blessés, parce que le harcèlement, ça blesse, c'est vulnérant, c'est handicapant, ça vous poursuit longtemps. Vous êtes aussi un rescapé de ça ou un ancien combattant du harcèlement. Et puis ça tue. Ça tue parce qu'il y a des marches blanches qui sont organisées, encore une fois, régulièrement, pour dire celui-ci est mort, s'est pendu, s'est ouvert les veines à cause de l'infamie des autres. Pour résister à cette armée, il devrait y avoir une institution, l'éducation nationale. Là, dans le bouquin, elle s'en sort quand même effroyablement mal, à part 2 professeurs. C'est pas un hasard s'il y a 2 professeurs qui s'en sortent bien, parce que précisément c'est ceux qui sauvent l'honneur, vous l'écrivez. Oui, mais parce que c'est ceux qui le sauvent. Parce que c'est souvent ceux-là qui sont les plus attentifs, les plus attentionnés et qui cherchent à éviter le pire et qui sont des gens formidables. Parce que j'en ai rencontré, j'en ai interrogé. Je dirais pas forcément la même chose. Parfois, j'en fais pas une généralité, des administrations des écoles qui souvent disent on n'a pas les moyens d'agir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on prouve les choses, parce que vous savez, c'est comme dans les violences faites aux femmes, on vous explique toujours, mais est-ce qu'on est sûr qu'il est victime, est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a bien harcèlement, donc on commence par nier les choses, est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est pas anormal qu'il y ait cette forme de négation quand on voit qu'au sein de la famille, et vous le dites dans le livre d'ailleurs, au début il y a une espèce de doute aussi, mais bien sûr, c'est tout à fait compréhensible, mais il y a un moment quand on parle de 1 million d'enfants, il faut peut-être penser que c'est possible que ça soit ça. Et donc prendre les dispositions nécessaires et donc écouter, favoriser la libération de la parole, comme je disais, et puis après rencontrer les harceleurs eux-mêmes, rencontrer les parents des harceleurs, et essayer de voir quelles mesures peuvent être prises. Et il y a eu, on sait qu'il y a le programme phare, et ça a beaucoup, beaucoup changé la donne. Il y a des référents maintenant, harcèlement dans les écoles, dans les établissements scolaires, et c'est formidable. Non, mais c'est un progrès. Quand il y a des choses qui se passent, il faut le dire. Bien sûr. Mais si on parle de harcèlement scolaire, c'est parce que ça se passe à l'école. Bien sûr. Mais si je fais comme ça, c'est tout simplement parce qu'il y a quelques semaines à votre place, il y avait Gérard Regenès et sa fille Noémie. Ils viennent de publier un bouquin qui s'appelle Noémie est en vie, qui pour le coup n'est pas un roman, mais un documentaire sur le harcèlement dont a été victime Noémie. Et de la même façon, vous avez dû écrire des bouquins à peu près en même temps, donc vous soyez potes, vous ne pouvez pas parler, mais ce sont 2 professeurs aussi qui sauvent l'honneur un petit peu de l'éducation nationale et certainement pas l'administration. Séisme pour le couple aussi, que ce harcèlement, la colère, la culpabilité sont venus et n'ont fait que creuser un peu plus la fracture. Ça, vous avez voulu montrer. D'ailleurs, la maman ou la mère d'Hugo se sent vachement mieux que le père dans le bouquin. Oui, parce que c'est une louve, parce qu'elle part au combat, parce qu'elle y va, parce qu'elle comprend tout de suite. Il y a une espèce de truc comme ça, fondamental chez elle, et elle veut absolument défendre son fils. Alors parfois elle le fait maladroitement, elle commet des erreurs, mais elle y va. Lui, il est toujours un peu en retrait, mais c'est là aussi dans les témoignages que j'ai recueillis et les rencontres que j'ai faites, je m'en suis rendu compte. D'abord, je dis un truc, ce qui est assez marquant pour moi, c'est que quand il y a une marche blanche, par exemple, c'est toujours la mère qui prend la parole. Et ce qui est normal d'ailleurs. Enfin, on ne comprendrait pas qu'elle ne prenne pas la parole. On se dit, elle doit prendre la parole, la mère, et elle le fait. Et le père est toujours un pas derrière, en retrait et mutique. Et donc je me suis dit, essayons de comprendre. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas que le chagrin, ils l'ont en partage. Le chagrin, le deuil, certains deuils sont-ils impensables, impossibles? Vous écrivez, on ne voit que la place de l'absent, la chaise du manquant. Vous l'avez cité il y a quelques instants d'ailleurs. On ne s'est pas encore habitué. D'ailleurs, est-ce qu'on s'habituera un jour? Non. Ça, je sais. J'écris sur le deuil depuis toujours et je sais qu'on ne s'habitue pas. C'est pour ça que je continue d'écrire des livres. Et merci d'avoir écrit celui-ci. Vous parlez de mon fils, ça vient de sortir, c'est chez Julliard, comme tous vos livres d'ailleurs depuis que vous êtes depuis le premier. La maison de François Sagan. Quoique, voilà, vous l'aviez choisi pour ça d'ailleurs. Pour ça, absolument. Philippe Besson, vous parlez de mon fils, c'est chez Julliard. On parle de parentalité régulièrement dans cette émission, vous restez avec nous? Avec grand plaisir. On va recevoir Candy sans elle, c'est le conseil de famille de la semaine. Candice, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien en cette rentrée, parce que chaque année, les parents promettent de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, et 2025 ne fait pas exception. Je jure main sur le cœur qu'on ne va plus faire un certain nombre de choses qu'on faisait auparavant. On va être honnête, ces résolutions elles sont souvent aussi solides qu'un château de sable face à la marée. Vous nous parlez-vous des grands classiques, un poil revisité, parce qu'on sait tous comment ça va finir. Première résolution de l'année alors. Alors cette année, évidemment, on mange équilibré. Fini les plateaux sushi, improvisés le mardi soir, parce que il n'y a plus rien dans le frigo. En 2025, moi, je fais des
repas équilibrés. J'achète du brocoli, du quinoa bio, je fais des quiches, le plein de fruits évidemment, pour faire des smoothies maison. Ouais. Voilà. Et là, on en est où? 14 janvier? Ça fait 10 jours que je teste les meilleures galettes des rois de mon quartier. Franchement, je peux vous faire le palmarès. Et les enfants demandaient des pâtes au ketchup pour la 3e fois de la semaine. Et vous avez dit Tout va oui? bien. Bah oui. Bah voyons, ça commence bien l'année. Deuxième résolution. Je limite le temps d'écran des enfants et le mien aussi. Oui. Alors l'objectif, évidemment, il est noble. Plus de moments de qualité en famille, moins de soirées hypnotisées devant les écrans. Le plan des sorties en plein air, des jeux de société et plein de discussions profondes. Vous l'avez tenue celle-là. Alors, disons que ça caille un peu en ce moment, et comme diraient mes ados, flemme. Donc, je les ai quand même ratatinés au Scrabble grâce au mot jukebox. Alors, si vous savez ce que c'est qu'un jukebox, visiblement, vous êtes vieux, parce qu'eux ne savaient pas. Vous n'êtes pas obligé d'être désagréable, Candice non plus. Elle est terrible, là. C'est-à-dire que je crois que c'est pas faux. Je crois qu'effectivement, les gens très jeunes ne savent pas du tout ce que c'est qu'un jukebox. Pas du tout. Bon, on a quand même fini devant une série. Voilà, ça me semble plus raisonnable. Mais c'était peut-être une série avec beaucoup de culture générale. Troisième résolution. Alors, je crie moins, je reste zen, même devant les cartables plantés dans l'entrée. Bon, en 2025, j'aspire clairement à la sérénité absolue. Donc, fini les montées de cortisol pour des crampons de foot qui traînent dans le salon. Désormais, c'est je respire profondément, je fais de la cohérence cardiaque et je garde mon calme. Résultat? À 7h45, le chaos matinal reprend évidemment ses droits. Donc, mets ton manteau, n'oublie pas tes clés. Ok, allez, on tente. Quatrième. Je ne finirai plus les devoirs à la place de mes enfants. Bah oui, c'est pas pour vous les notes. Non, en 2025, j'encourage vraiment l'autonomie. Je propose mon aide, mais sans m'imposer. Bon, il n'y a pas encore eu beaucoup de devoirs, là, vous n'avez pas pu... J'ai quand même corrigé ce matin les fautes d'orthographe du rapport de stage de mon fils. Ok, super. C'était pas Jojo, en même temps. C'est ça, il valait mieux. Il fallait. Je prends soin de moi pour être un meilleur parent. Ce qui est un conseil vachement important. Oui, toute la parentalité positive dit ça. C'est ça qu'il me faut. Donc en 2025, moi, je me remets au sport, je lis un livre inspirant par semaine et je me couche, à 23h. Ok, hier, vous êtes couché à, juste pour savoir 1h23. Mais d'accord, c'était pas hier, c'était ce matin. Non, mais j'avais quand même la deuxième saison de La Diplomate à finir, j'arrivais pas à résister. Voilà. C'est compliqué. 6e résolution, il y en a. Je limite les achats inutiles pour les enfants. Donc en 2025... je promets de ne plus me laisser surtout influencer par les publicités ou les demandes incessantes de mes ados pour un gadget ou un vêtement à la mode. Bon, ça vous l'avez fait. Disons que demain, c'est quand même la deuxième des marques des soldes. Et donc il y a un acheté, un offert. Je ne suis pas sûre de résister. De répétition. Je ne me laisse plus marcher sur les pieds par mes enfants. Alors cette année, j'instaure des règles vraiment très claires. Et je m'y tiens. Fini les... allez, juste 10 minutes de plus devant la console, le temps de faire à manger. Non, c'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Après un regard suppliant de mon fils qui imite vraiment hyper bien le chaboté et qui me dit « Je te jure, maman, il reste 2 minutes pour la partie de FIFA. » Bon, j'avoue, j'ai craqué. En même temps, ok, mais c'est la dernière fois, avec ce doigt-là. Avec le doigt? Ouais, mais on sait toujours que c'est jamais la dernière fois. Oui, alors j'arrête de vérifier Product toutes les 5 minutes. Tous les jours. Donc, en tant que maman 2.0, je jure d'arrêter de regarder leurs notes, de les comparer à la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse. Voilà. D'accord. Il a eu combien, votre fils, au dernier devoir de... d'art plastique, par exemple? Il a eu 14. D'ailleurs, je trouve que c'est hyper injuste, d'autant que j'avais passé 2 heures pendant le week-end à le faire. Bon, elles servent à quoi, ces résolutions? Elles servent finalement pas à grand-chose, si ce n'est qu'à se dire qu'on essaye. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais oui, c'est ça qui compte, être présent, imparfait, mais aimant. Et en 2025, on continue de rêver d'un équilibre presque parfait. Et puis, on savoure quand même les petits chaos du quotidien. Merci beaucoup, Candice, de l'imperfection. Imparfait mais aimant, c'est formidable. Un programme imparfait mais aimant, c'est beau, très humain. Mais peut-être un peu plus bavard. Oui. Que certains pères. Oui, peut-être. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois bien, oui. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci Candice. Philippe Besson, merci beaucoup. Vous parlez de mon fils, c'est chez Julliard, très beau roman. Lisez-le et au lieu de regarder des séries. Mais bon, les séries, c'est bien aussi. Je suis mal placé pour dire ça. Donc, vous faire les deux, de toute façon. Et merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission. Marine qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur Scoop TV. Vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.